Le canal du Midi. Aujourd'hui, les touristes prennent plaisir à y naviguer dans des bateaux de plaisance. Ils sont près de 70 000 chaque année. S'ajoutent à cela des milliers de cyclistes qui empruntent les chemins de halage aménagés en voies cyclables. Mais avant de devenir une attraction touristique, ce canal qui relie l'étang de Thau près de Sète à la Garonne à hauteur de Toulouse a été une voie commerciale et un exploit technique. Pour parler de tout cela aujourd'hui, je suis en compagnie de l'historien Éric Labaille. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Émilie. Bonjour Éric. Ce canal du Midi qu'on voit aujourd'hui comme une attraction touristique, il a été bien plus que cela et au départ un projet un petit peu fou. Quand est-ce qu'est née l'idée de percer un canal pour relier l'Atlantique à la Méditerranée ? Il y a très longtemps. C'était l'idée de relier l'Atlantique à la Méditerranée finalement tombe sous le sens pour éviter d'avoir à contourner la péninsule ibérique pour aller d'Atlantique en Méditerranée, pour éviter les problèmes liés au barbaresque lorsque justement on contourne la partie méditerranéenne de la péninsule ibérique. C'est vraiment quelque chose qui tombe sous le sens économiquement, géopolitiquement. Bon. Alors, il faut remonter aux Romains pour avoir des premières idées de percement d'un canal. Bon, sachant que les Romains avaient vraiment misé sur les routes, les fameuses voies romaines, et que la Méditerranée des Romains n'était pas du tout celle du Moyen-Âge, et surtout d'après le Moyen-Âge. Donc le projet n'a absolument pas abouti. Il a été repris au XVIe siècle à plusieurs reprises. On a fait des premières études, mais c'est pharaonique comme projet. Donc lancer un projet de cette ampleur-là, il faut vraiment qu'il y ait un pouvoir politique fort avec une volonté économique, une volonté d'impulsion économique extrêmement précise pour savoir où on va, parce qu'on ne creuse pas 280 km de canal par un claquement de doigts, hein. C'est pas possible. Qui dit projet pharaonique dit roi soleil alors. Oui, alors le projet a longtemps été dans les cartons, repris à l'époque de la Fronde, mais bon, c'est pas abouti. Et il faut l'impulsion d'un personnage dont nous reparlerons, dont Pierre-Paul Riquet, pour que le projet se structure, et deux, que le fameux roi Soleil, donc Louis XIV, se rende compte par aussi l'entremise de son ministre Colbert, le fameux Jean-Baptiste Colbert, de l'intérêt économique de ce projet. Donc le roi Louis XIV va autoriser les travaux en 1666, et donc quelques temps plus tard, ils commencent et ils vont s'étaler jusqu'en 1681. Vous citiez Pierre-Paul Riquet. Quel rôle joue ce personnage dans cette aventure du canal du Midi ? Alors Pierre-Paul Riquet est quelqu'un qui est impliqué de tout temps dans la vie économique du royaume. Il est né en 1609 et il est d'abord, il commence sa carrière comme gabelou. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gabelou ? Très bonne question. Vous Voilà. la posez vous-même. Je vous laisse y répondre. Et je me la pose à moi-même. Donc non, le gabelou, c'est un agent fiscal qui est chargé de collecter la gabelle, donc l'impôt sur le sel, qui est l'impôt le plus peut-être important, ne serait-ce que par les représentations qu'il génère, et le plus impopulaire de l'époque, puisque l'impôt sur le sel, c'est ni plus ni moins que l'impôt sur la vie. Je vous rappelle qu'à l'époque, la nourriture, pour être conservée, enfin la viande est salée, et que sans sel, pas possibilité de conserver la viande, et donc vous imaginez les conséquences. Donc cet impôt est impopulaire, mais il génère toute une administration derrière lui de gabelou. Donc il est d'abord gabelou, il devient ensuite fermier général du Languedoc, et le fermier général, c'est en quelque sorte pas le ministre des Finances, mais c'est la personne chargée de tout l'aspect fiscal et financier d'une région. Et à ce poste, il se rend compte que le Languedoc manque d'un débouché sur la vallée de la Garonne. Il se rend compte de tout l'intérêt que les projets ambitieux pourraient présenter à la fois pour sa région et pour l'ensemble du royaume. Donc il va défendre le projet, il va monter des dossiers, il va faire lancer des études, et finalement son acharnement va payer, puisqu'en 1666, je disais, le roi autorise le lancement des travaux. Des travaux qui, vous employez tout à l'heure l'adjectif pharaonique. Est-ce que les travaux sont justement
pharaonique. Combien de temps ça prend? Combien de personnes il faut? Quelle envergure ça occupe, dans la région à l'époque? Des milliers de personnes sur plusieurs dizaines d'années. Voilà, c'est aussi simple que ça, avec des moyens qui finalement sont relativement limités, hein. On est à la pelle, à la pioche, avec des charrois, avec des chevaux, avec des bœufs. C'est quelque chose de relativement, modeste techniquement parlant, mais avec un résultat, fabuleux. Le défi, c'est également de vaincre le relief. Vaincre le relief, quand on sait que le point culminant, c'est le seuil de Naurouz qui est à 194 mètres d'altitude, on va dire, on n'est pas en train de franchir le Mont Blanc. Mais il n'empêche que, il y a un relief, il n'empêche qu'il faut respecter une pente, parce que vous savez que l'eau, hein, va toujours vers le point le plus bas. Et pour ce faire, il faut avoir une étude géologique, une étude hydrographique extrêmement fine et au cas par cas. Donc créer des écluses, créer des bassins, créer toutes les infrastructures qu'il faut pour que les navires qui emprunteront cette voie navigable puissent sans encombre aller d'un point haut à un point bas ou à l'inverse d'un point bas à un point haut. Donc en termes d'ingénierie, on est sur un exploit là aussi, assez impressionnant. Oui, oui, on est sur un exploit qui finalement est assez dans l'air du temps puisque le 17e, enfin la deuxième moitié du XVIIe siècle et le XVIIIe siècle sont des périodes pendant lesquelles on est déjà aux prémices des Lumières et l'esprit humain doit pouvoir triompher de la nature, doit pouvoir imposer son choix, imposer sa marque. Quelque temps plus tard, on va avoir par exemple à Lyon l'assèchement de la région de Perrache, enfin de la presqu'île de Perrache. On va avoir tout un tas de travaux importants de cette époque-là. D'ailleurs, le canal du Midi, je l'ai en tête là, en parlant, mais le canal du Midi n'est pas le premier canal important à être creusé. Le premier, c'est le canal de Briare. En, Qui se situe en où? 1642 sur la Loire. Il permet de relier la Loire, ouais. Et donc ce canal, bon, il est nettement plus au nord que le canal du Midi. Et ce canal de Briare est déjà en soi un exploit technique pour son époque. On est en 1642, donc à la fin du règne de Louis XIII. Tout cela répond à des besoins commerciaux? Les routes ne suffisent plus à faire circuler, les marchandises? Bah, ça répond à des besoins à la fois commerciaux, à la fois politiques. Commercialement parlant, il est bien évident que arriver à relier l'Atlantique à la Méditerranée sans avoir à perdre son temps à contourner la péninsule ibérique présente un intérêt. Attention, il y a un bémol, c'est que autant un navire de commerce avec un fort tonnage peut transporter beaucoup de marchandises autour de la péninsule ibérique pour entrer en Méditerranée. Là, on est sur un canal, donc le tonnage est quand même moindre et les conditions de transport sont différentes. Donc, il y a quand même, il faut pas s'imaginer un navire de commerce de fort tonnage arriver à Bordeaux, prendre la Garonne, et puis à la hauteur de Toulouse, prendre le canal du Midi et finir en Méditerranée. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut prévoir des zones de rupture de charge, il faut prévoir des zones de transbordement, etc. Donc, mais ceci étant dit, pouvoir s'affranchir du contournement de la péninsule ibérique, c'est important. Et je l'évoquais tout à l'heure, on est à une période, 16e siècle, 17e siècle et 18e siècle, pendant laquelle la piraterie des barbaresques est très importante. Un navire de commerce qui longe la côte d'Afrique du Nord, notamment à la hauteur de Cherchell, notamment à la hauteur d'Oran, est quasiment assuré d'avoir à un moment ou à un autre une attaque de pirates de tous ces ports barbaresques égrenés le long de la côte d'Algérie. Donc c'est aussi une question de sécurité. Pouvoir transvaser de la marchandise sans être soumis à cette menace, c'est quand même très important. Et enfin, troisième point à prendre en considération, la géographie, le climat, l'hydrologie, l'agriculture du Languedoc sont extrêmement différents de ceux de la région bordelaise, des Charentes, du Périgord. Et il peut être intéressant de combler les déficits d'une région par les ressources d'une autre. Et ce canal doit permettre aussi de rétablir un certain équilibre dans la répartition des ressources entre les régions. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Ce canal du Midi, véritable prouesse lors de sa création, a-t-il été aussi utile que prévu dans les siècles qui ont suivi? Oui, il a rempli son office. Il a rempli son office avec le bémol que je disais tout à l'heure, qui est celui de la nécessité de rupture de charge. Il a tellement rempli son office que on s'est rapidement rendu compte que la jonction, puisque le canal du Midi, qu'est-ce que c'est? C'est Toulouse, l'étang de Thau. La jonction avec la Garonne devait permettre donc aux navires, aux barges, aux péniches de traverser donc de la Méditerranée à l'Atlantique en
quittant le canal et en entrant sur la Garonne à hauteur de Toulouse. Mais la Garonne, c'est un fleuve capricieux, c'est un fleuve qui est soumis aux aléas des pluies, des crues, des étiages, enfin que sais-je. Et on se rend compte rapidement que c'est pas le canal du Midi qui pose problème, c'est la Garonne. Donc on va le poursuivre, ce canal du Midi, par un canal latéral à la Garonne, qui lui sera ouvert beaucoup plus tard, qui sera ouvert en 1856, enfin, complètement ouvert, puisqu'il va être ouvert par tranche, hein, mais il sera totalement ouvert en 1856, ce qui, canal latéral de la Garonne plus canal du Midi, nous donne ce que l'on appelle le canal des deux mers. Est-ce que 1856, c'est pas un petit peu tard pour développer un outil de commerce fluvial? Hélas, hélas, parce qu'entre-temps, on a inventé une machine redoutable que l'on appelle la locomotive, le train à vapeur. Et oui, alors 1856, c'est pas encore trop tard parce que l'équipement ferroviaire de la France n'est pas encore totalement achevé. La fameuse toile d'araignée, hein, ferroviaire que l'on voit sur les cartes de la Troisième République n'est pas tout à fait en ordre de bataille, mais effectivement, l'histoire est en marche et à partir du 19e, enfin de la deuxième moitié du 19e siècle, on voit nettement les tonnages du canal du Midi et donc du canal des deux mers, hein, baisser régulièrement jusqu'à devenir complètement insignifiant à partir de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il devient alors entre, voilà, ces 2 premières guerres mondiales et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un outil, touristique, de navigation, de plaisance. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre, son abandon progressif, et cette utilisation, touristique? Bah, il a toujours été plus ou moins utilisé pour du commerce local, pour du tourisme à vocation extrêmement ponctuelle, extrêmement locale. Donc il a survécu, il a fallu l'entretenir, il a fallu N'oublions pas que lorsqu'il est ouvert en 1681, il est très imparfait ce canal, hein. Prends un exemple, mais sur le long terme, ça se reproduit. Pierre-Paul Riquet était obsédé par l'idée de garder son canal en eau, avoir tout le temps de l'eau dans le canal. C'est vrai qu'un canal asséché, ça sert pas à grand-chose. Et donc pour ce faire, il avait ménagé l'ouverture sur le canal de tout un tas de ruisseaux, de rivières qui venaient se jeter dans le canal et apporter leur eau au canal. Sauf qu'il avait oublié quelque chose, c'est que nous sommes dans des régions, Languedoc, la région toulousaine, où les orages peuvent être parfois assez violents, et lorsqu'un orage est violent, les ruisseaux, les rivières vont se gonfler et vont amener également dans le canal des alluvions, du sable, des gravats qui vont venir se déverser dans le canal. Donc là, ça pose quand même un certain problème. Et c'est c'est Vauban qui, dès 1686, va faire une inspection du canal du Midi, va se rendre compte que garder un canal en eau, c'est bien, mais envaser un canal, c'est pas mieux que de l'avoir à sec. Donc il va là encore procéder à des travaux d'aménagement pour pouvoir éviter justement cet afflux de matière indésirable dans le canal. Eh bien, après, c'est toute l'histoire du canal, c'est l'histoire d'une lutte contre l'érosion des berges. C'est une lutte contre les pannes des écluses. C'est une lutte contre la détérioration des revêtements du canal qui pourrait compromettre son étanchéité. C'est une lutte contre le manque d'eau, etc., etc., etc. Et toute l'histoire du canal, ce sera ça. Et c'est une charge assez considérable. Et on peut comprendre qu'après la Seconde Guerre mondiale, parfois la question se soit posée du maintien de ce canal. D'autres canaux ont été purement et simplement désaffectés à la même époque, à peu près, bon, début 20e, milieu 20e siècle. Et là, en l'occurrence, le canal du Midi a été sauvé par plusieurs facteurs. Le premier, c'est le profond attachement des habitants de la région pour cet ouvrage d'art assez exceptionnel, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le plus vieux canal encore exploité en France. Je prendrai juste un certain Claude Nougaro, hein, l'eau verte du canal du Midi. Alors je sais pas si elle est verte partout, mais en tout cas à Toulouse, elle l'est. Et cette mention dans la culture populaire, cette inscription dans la culture populaire va faire beaucoup pour assurer la pérennité du canal. Et ensuite, après, la valorisation touristique. Valorisation touristique par des croisières, donc cette fois-ci non plus uniquement locales autour d'un port, autour d'une ville, mais des croisières sur l'ensemble du canal ou sur des portions assez considérables.
Et qu'est-ce qui lui a valu son classement à l'UNESCO en 1996? C'est tout ce qu'on se raconte là? Oui, c'est un ensemble global de cette réalité à la fois historique, technologique, cette réalité économique, puisqu'il a joué un rôle économique pendant 200 ans quand même, et de cette qualité des paysages. Enfin, il faut avoir parcouru le chemin de halage pour se rendre compte de la paix qui règne sur les rives du canal du Midi. Il faut se rendre compte alors, on va peut-être en parler, mais avoir savourer l'ombre des platanes un jour de cagnard pour se rendre compte que ce canal est quand même une bénédiction dans cet environnement. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Parlons-en, Éric Labaille, de l'ombre des platanes. Elle disparaît à certains endroits, hein. Les platanes ont été arrachés. Qu'est-ce qui se passe avec ces platanes emblématiques du canal du Midi? Mais ils souffrent. Ils souffrent, ces platanes, ils sont malades. Ils sont malades d'une maladie qui s'appelle le chancre coloré. C'est malheureusement, comme beaucoup d'espèces, hein, je pense notamment aux marronniers d'Inde, hein, qui souffrent également dans toutes nos régions. Donc ils sont victimes d'une agression du chancre coloré, donc qui met leur vie en péril et qui oblige à des pratiques de prévention. Le problème d'un arbre, c'est que lorsqu'il est malade, il va contaminer ses voisins. Lorsqu'on est sur une monoculture d'arbres, une seule espèce, c'est vrai que c'est facile, après ça se répand d'arbre en arbre et le résultat est purement catastrophique. Donc on va essayer d'anticiper le phénomène, on va essayer de couper les platanes, on va essayer de repenser aux espèces que l'on va utiliser en bordure du canal, mais c'est vrai que la vitesse de croissance d'un arbre n'est quand même pas très rapide, et le temps que le paysage se reconstitue et finalement qu'un nouveau paysage naisse de cette mesure de prévention, bah oui, ça va prendre un certain temps. Mais je voudrais quand même mettre un petit bémol. Le platane n'est pas une espèce locale. C'est une espèce qui est arrivée en France à partir du XVIIIe siècle. Donc dire enlever les platanes va, comment dire, perturber, va dénaturer le canal du Midi, c'est un petit peu aller vite en besogne. Si on veut vraiment redonner au canal du Midi sa nature ancestrale, ben reprenons des espèces, des essences locales, des essences qui étaient autrefois pensées à l'époque de Pierre-Paul Riquet pour être en bordure de rivière. Lesquels alors? On peut imaginer des peupliers, on peut imaginer des frênes, on peut imaginer des bon, peut-être pas des saules, mais oui, pourquoi pas, certains saules, oui, oui, il y a de l'espèce. Mais là encore, il faut s'habituer. C'est vrai que les platanes, on y est attaché, que ce soit le long de nos routes, que ce soit le long de nos canaux, on est attaché aux platanes, cette écorce, il y a une ambiance avec un platane. Bon, mais là, il faut se rendre compte, se rendre à l'évidence que la nature, elle est parfois capricieuse et qu'en l'occurrence, il faut faire avec. Et quels que soient les arbres plantés, il faudra attendre un petit moment avant de profiter de leur ombre. Donc en J'en ai attendant, bien peur, ouais. on met les chapeaux et la crème solaire pour profiter des rives du canal sur certains tronçons. Ce canal, il fait 240 kilomètres de long et quelques kilomètres de plus. Vous me corrigerez. Est-ce qu'il y a des points spécifiques, des points d'intérêt? Ah, je vous vois faire la grimace. Bah, j'aurais Il y en a tendance. tellement. Oui, ça, j'aurais tendance à vous dire tout. On peut imaginer s'intéresser. Alors après, tout dépend de l'intérêt que l'on y porte. Le promeneur, je parlais tout à l'heure du chemin de halage, c'est une remarquable zone de promenade à pied. Vous voulez flâner, bah, vous prenez une péniche et vous descendez le canal. Vous aimez l'aspect technique, bah, les écluses, c'est incontournable. C'est une question. Franchement, c'est vraiment une question très dure. J'aime bien vous poser des cols, Ouais, Éric ouais, Labaille. c'est assez C'est compliqué. vrai qu'il y a 65 écluses quand même tout au long de ce canal, donc pour les amateurs de technique, il y a de quoi faire. Oui, oui, et le franchissement d'une écluse en soi est un petit moment à vivre, enfin aussi. Donc non, non, franchement, le canal, j'aurais tendance à dire oui, tout. Ne négligez rien, allez au détail, allez voir allez vous représenter. Enfin, surtout, j'aurais tendance, c'est un peu mon approche du patrimoine, euh, allez voir le canal en essayant d'imaginer ce que pouvait être la vie des bateliers de cette époque-là.
C'est-à-dire, quand je dis cette époque-là, c'est jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle. L'époque où le chemin de halage n'était pas emprunté par des cyclistes, mais par des chevaux, par des bœufs qui tiraient des bateaux, des navires chargés de marchandises. Et c'est cet effort, très agréable, somme toute, de se replonger dans cette ambiance passée, que là, pour le coup, c'est pas comme les platanes, on ne la reverra plus, cette ambiance, qui finalement, à mon sens, mais ça c'est parfaitement subjectif, fait la richesse du canal du Midi. Oui, ça permet de prendre conscience de l'exploit que ça représentait à l'époque de creuser un tel ouvrage pour rejoindre donc l'étang de Thau jusqu'à la Garonne. Bah, merci beaucoup, Éric Labaille, d'avoir évoqué avec nous l'histoire et les usages du canal du Midi à travers le temps. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver en librairie le livre Les sites remarquables et insolites de Haute-Garonne aux éditions Ici en Région, avec tout un chapitre consacré à ce fameux canal du Midi. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.